Quelles sont les causes de l'effondrement du régime tsariste en février 1917? Alors c'est une question qui est importante parce qu'aujourd'hui, les historiens bourgeois et les moyens de communication bourgeoise nous disent que la Révolution d'octobre, elle est finalement le résultat de la guerre. C'est une des conséquences de la guerre de 1914-18. Or c'est faux. Le régime tsariste, il est en crise depuis 1905 avec la première révolution, la tentative de révolution bourgeoise qui a échoué, mais qui a effectivement été, ce qu'on a dit, une répétition générale de ce qui allait se passer en 1917. Simplement, la guerre va être l'élément qui va accentuer l'ensemble des contradictions du système tsariste et qui va permettre aussi aux masses de prendre conscience de la nocivité du régime tsariste, puis de la nocivité du régime capitaliste qui est cause de la guerre. La révolution de 1917, de février 1917, elle traduit bien justement ces contradictions, parce que on va, depuis la fin de l'année 1916, voir le développement de grèves de masse à Saint-Pétersbourg, mais aussi dans la banlieue industrielle de Moscou, dans le Donetsk, dans les régions du Kouban, etc. Partout où il y a une classe ouvrière extrêmement puissante en Russie, même si elle est minoritaire à l'échelle de l'Empire tout entier, mais elle est puissante sur place et elle joue un rôle d'avant-garde par sa lutte. Et aussi un mouvement paysan qui réclame la terre, et aussi le mouvement des peuples qui sont opprimés par la Russie en tant que régime tsariste, mais aussi par les capitalistes russes qui jouent un rôle particulier dans cette oppression nationale. Et donc l'ensemble de ces contradictions, elles explosent. Alors, première manifestation de cette explosion, à côté de l'aiguisement de la lutte des classes économiques, c'est-à-dire pour les salaires, pour avoir à manger, parce que c'est un état de disette dans toute l'Europe centrale et orientale à ce moment-là. Et le mécontentement est très très grand. Et la première manifestation de la crise politique que génère la crise du système capitaliste avec ses héritages féodaux, que sont le tsar et la domination de l'autocratie, ça va être l'assassinat par une partie de la noblesse russe du fameux Raspoutine, qui est l'homme de la cour. Et en même temps, le mécontentement est profond parce que dans les classes dirigeantes russes, et notamment dans la partie, disons, de la noblesse russe, il y a une opposition entre ceux qui sont pour l'Allemagne, qui est l'ennemi, puisqu'ils se battent à ce moment-là, et ceux qui pensent qu'il faut être alliés, ça c'est les capitalistes plutôt, qui sont pour l'alliance avec les impérialismes français et anglais. Et donc, on a une situation où tout le monde sait que, par exemple, on envoie se faire tuer pour l'impérialisme français et anglais les prolétaires et les paysans russes, alors que les plans de l'état-major russe sont livrés, en particulier par le clan qui est autour de la tsarine, à l'impérialisme allemand. Donc, effectivement, le mécontentement, il est très fort. Les capitalistes russes qui veulent l'alliance avec la France et l'Angleterre veulent que la politique, elle soit déterminée une fois pour toutes. Et de l'autre côté, les masses qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? On fait tuer nos pères, nos frères, etc., pendant que les Allemands sont au courant des plans de l'état-major. Donc, c'est comme ça que ça explose. Et après l'assassinat de Raspoutine, on voit bien que cet élément qui est finalement secondaire, il est significatif, mais il est secondaire, on voit bien qu'au mois de novembre, décembre 1916, janvier 1917, le mouvement prolétarien contre la guerre augmente et on sent que la lassitude de la guerre, elle est en train de gagner l'armée. Et le 9 janvier 1917, anniversaire des manifestations de 1905
qui débouche sur la révolution de 1905, il y a des millions de travailleurs qui commencent à se mettre en mouvement. Il y a des grèves extrêmement massives, il y a des centaines de milliers de gens qui manifestent. Et lors de la manifestation organisée par les sociodémocrates, alors quand on dit sociodémocrates, c'est les bolcheviks et les mencheviks, hein, mais les deux partis ont appelé à participer à la manifestation de ce qui est le 8 mars, mais qui est en fait le 25 octobre, à cause du décalage de calendrier. Ça aboutit à des manifestations de masse extrêmement importantes, où les femmes jouent un rôle fondamental, et de là, il va y avoir répression. Cette répression va engendrer une réaction de la classe ouvrière, les grèves s'étendent, et l'appareil répressif commence à entrer en crise. Une partie des soldats refuse de participer à la répression, une partie des forces policières refuse la répression, et dans cette ambiance, à un moment donné, le système est bloqué et on aboutit au renversement du tsar. Et la question, c'est par quoi le remplacer? Alors, ça me permet de revenir sur une question. Une crise révolutionnaire, elle se caractérise par 3 éléments. Le premier, c'est que la classe dominante ne peut plus gouverner comme avant. Le deuxième, c'est que ceux qui sont dirigés, donc les classes dominées, elles ne veulent plus être gouvernées comme avant. Mais il y a un troisième facteur qui joue, c'est par quoi remplacer l'ancien régime. Les classes dominantes voulant le remplacer par une solution qui les satisfait, et de l'autre côté, les classes dominées cherchant comment remplacer pour leurs propres intérêts. Or, au mois de février 1917, les 2 premières conditions sont données, mais sur la troisième condition, troisième facteur, les choses ne sont pas claires. C'est-à-dire que les masses cherchent leur autonomie politique, elles cherchent à répondre à leurs besoins, qui sont, grosso modo, meilleures conditions de travail, meilleures conditions de vie, fin de la disette, etc. En même temps, elles ont tendance à penser que le fait d'avoir renversé le tsar, ça a réglé les choses. Et de l'autre côté, la bourgeoisie, elle veut maintenir sa position tout en l'améliorant, puisqu'il s'agit de remplacer l'autocratie par un régime bourgeois, etc. Et c'est ce qui explique pourquoi on a deux pouvoirs qui se font face. Le pouvoir des soviets, qui représente le pouvoir de la classe ouvrière et des masses populaires, soviets paysans aussi, la paysannerie pauvre, etc., mais soviets des soldats et soviets ouvriers. Et de l'autre côté, un gouvernement provisoire qui se met en place, et comme toujours, les éléments opportunistes, les éléments qui sont toujours prêts au nom du fait de un petit pas vaut mieux que l'objectif que l'on poursuit, c'est les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, qui disent, oui, il y a le pouvoir des soviets, mais, il y a les soviets, mais les soviets soutiennent le gouvernement provisoire. Et donc, là, cette étape, on sort avec un pouvoir qui n'est plus le pouvoir tsariste, qui n'est pas vraiment le pouvoir des capitalistes, parce que le pouvoir des soviets, qui représente le prolétariat et l'intérêt du prolétariat et des masses populaires, c'est lui qui a le pouvoir réel, mais malheureusement, sous la pression des opportunistes, ce pouvoir réel capitule devant le gouvernement provisoire en le soutenant. Les bolcheviks, qui sortent de la clandestinité, dans la première émission, j'ai fait une erreur, il n'y avait pas 80 000 bolcheviks, il y en avait 22 000. Les 22 000 bolcheviks qui sortent de la clandestinité, ils ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Et dans un tout premier temps, les bolcheviks disent, voilà, nous ne soutenons pas le gouvernement provisoire, mais nous ne le combattons pas. Nous nous soumettons à la position des soviets, en fait. Mais on garde notre autonomie, on n'est pas sur le soutien, mais on dit, on respecte la décision des soviets. C'est Lénine qui, revenant d'exil, dans les conditions très difficiles qui sont celles de l'époque, dans la mesure où l'impérialisme français et anglais
refuse que Lénine revienne en Russie. Donc il est obligé de faire tout un tour à travers l'Europe. Quand il arrive, Lénine dit, voilà, la position qui peut être la nôtre, c'est tout le pouvoir aux soviets. Et par conséquent, il faut arrêter de soutenir ce gouvernement provisoire qui n'existe que parce que les soviets l'acceptent. Et dans cette situation, si ça continue, eh bien le pouvoir bourgeois va l'emporter. C'est-à-dire que le gouvernement provisoire reprendra ses attributs. Et le problème qui est posé, c'est comment faire que le pouvoir des soviets s'impose dans la mesure où les éléments opportunistes qu'ils dirigent refusent cette politique. Et Lénine dit, c'est à nous de gagner les masses. C'est les masses qui doivent faire en sorte que leur représentation, c'est-à-dire les soviets, affirment leur pouvoir. Et Lénine ne dit pas, c'est les bolcheviks qui vont diriger. Lénine dit, oui, pour l'instant c'est les éléments opportunistes, eh bien, justement, il faut pousser les éléments opportunistes à la rupture avec le pouvoir bourgeois. C'est tout le contenu des thèses d'Avril, qui va justement donner au parti bolchevique la base théorique et politique qui va lui permettre d'affronter l'étape socialiste de la révolution. Quelle est l'attitude des bolcheviks face à cette crise révolutionnaire? L'attitude des bolcheviks face à cette crise révolutionnaire, c'est justement de mettre en avant quels sont les intérêts des masses populaires et de la classe ouvrière, donc la satisfaction des revendications. Il faut quand même se rappeler que, par exemple, la question de la journée de 8 heures était une question fondamentale pour les masses. Il faut savoir qu'en Russie, il y avait des travailleurs qui travaillaient 16 heures. Donc la question de la journée de 8 heures, la question des augmentations de salaire, la question du ravitaillement, parce qu'il y avait des queues immenses devant les boulangeries, etc. La question de la guerre. Alors la question de la guerre, parce que pour que la révolution puisse aller de l'avant, la Russie doit se retirer de la guerre. Pas seulement pour des raisons humanitaires, parce que les travailleurs sont tués, parce qu'il y a des centaines de milliers de morts, etc. Non, il faut se retirer de la guerre parce que la guerre, c'est l'expression des intérêts du capital. Et là, ici, du capital qui est lié au capital français et anglais, bientôt américain. La question de la guerre n'est pas une question de pacifisme au sens où on est contre la guerre parce que ça tue les gens. C'est la question de la guerre, c'est la question d'être pour ou contre le système capitaliste. Et dans toute l'Europe, la question s'est posée dans ces termes. L'union sacrée, la participation des sociaux-démocrates au soutien à la guerre impérialiste, alors qu'ils soient au gouvernement ou qu'ils votent les crédits de guerre, hein, la question, elle n'est pas pareille selon chaque pays, c'est la question de leur trahison de classe. C'est-à-dire qu'en soutenant la guerre, ils ont abandonné l'idée qu'il faut préparer la révolution contre le capital. C'est-à-dire qu'ils ont changé de programme. À partir du moment où ils ont accepté la guerre, leur programme, ce n'est plus renverser le système capitaliste, c'est l'aménager. Après, ils peuvent avoir y compris des positions, les mencheviks internationalistes par exemple, comme Markov, il est contre la guerre, mais il est contre la guerre pour des raisons humanitaires. Il est contre la guerre, mais pour autant, il ne voit pas la guerre comme étant justement le condensé de toutes les contradictions du capitalisme qui font que les contradictions aboutissent à leur affrontement militaire. Ils ne voient pas que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et ça, les bolcheviks vont mettre ça en avant. La question de la paix, c'est la question du progrès de la révolution. Faire en sorte de rompre avec la politique de l'impérialisme russe. Il faut savoir que tous les impérialismes rivaux ont mis toutes leurs forces pour empêcher que la Russie se retire. Alors que quand on regarde bien, hein, sur place, ça ne constitue pas un front qui peut gagner. Hein. L'armée russe, elle n'est pas en état de remporter la victoire. Mais
Ils en ont besoin parce que ça fait contre-front par rapport à la partie occidentale. Et puis surtout parce que s'il n'y a plus la guerre, bah, il va falloir résoudre les contradictions du moment. C'est-à-dire la question du niveau de vie des masses, la question de qui dirige, etc., etc. Et donc, cette question de la guerre est très importante. Les 13 d'avril ont insisté. Et il se trouve que tous les débats politiques qui ont lieu au printemps 1917 tournent autour de cette question. Je rappelle que lorsque se réunit le premier congrès des soviets, où les bolcheviks sont minoritaires, il y a ce fameux discours de Tseretelny, dirigeant menchevique, et qui dit voilà ce que nous avons fait jusqu'ici, et personne, dit-il, n'est capable d'apporter une alternative à cette politique. Et, fameuse expression de Lénine, si nous, et tout le monde se retourne, et tout le monde regarde Lénine, et il dit, je vais vous expliquer, et il monte à la tribune, c'est pas dans l'ordre du jour, hein, il monte à la tribune, commence à parler, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires veulent le faire taire, et la masse des délégués, qui pourtant sont influencés par les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, disent laissez-le parler, et Lénine va pouvoir développer la politique que les bolcheviks ont adoptée lors de leur congrès, c'est les 13 d'avril, hein, et il développe, et il est applaudi. Alors, il n'est pas suivi majoritairement, mais il y a une forte minorité de mencheviks et de socialistes révolutionnaires qui commencent à se poser la question, mais tiens, les bolcheviks, ça correspond à ce que nous on ressent. Et donc, il va y avoir des événements qui vont être assez significatifs. Les bolcheviks proposent une manifestation qui va être interdite à la fin du mois de juin, et les mencheviks vont être obligés par le mouvement populaire de proposer une autre date, que celle que les bolcheviks avaient proposée. Et à cette manifestation, appelée par le congrès des soviets, dans laquelle les bolcheviks sont minoritaires, et où les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, disons grosso modo, font la pluie et le beau temps, ben, dans cette manifestation, le caractère formidable, c'est que la manifestation, elle se fait sous les mots d'ordre du parti bolchevique, et notamment contre la guerre, et cette manifestation montre qu'à Petrograd, les masses populaires, il y a plus de 500 000 manifestants, hein, les masses populaires, elles sont maintenant dirigées par le parti bolchevique. Et que les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, à cette manifestation, sont obligés de ranger leur drapeau et de quitter la manifestation. Parce que partout ils sont hués. Parce que, justement, sur cette question fondamentale de la question de la guerre, et sur la question de la satisfaction des revendications, il n'y a que les bolcheviks qui proposent une solution. Et cette solution, c'est tout le pouvoir aux soviets. Et le même jour, Kerensky, dirigeant socialiste révolutionnaire, soutenu par les mencheviks, Kerensky, répondant aux injonctions de l'impérialisme français et britannique, lance une offensive sur le front qui va se révéler être catastrophique. De cette offensive, les masses, quand elles vont savoir ce qui se passe, comment les travailleurs en uniforme et les paysans en uniforme que sont les soldats sont massacrés dans une offensive qui a été préparée en dépit du bon sens, les masses à Petrograd vont exprimer leur mécontentement. Et là va se poser un petit problème qui va nous permettre, nous communistes aujourd'hui, de tirer une leçon. Les masses sont en colère. Et les éléments opportunistes, pas les éléments opportunistes que l'on connaissait, c'est-à-dire les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, mais les éléments anarchistes, les éléments marqués par l'anarchisme, la phrase de gauche, des éléments qui avaient suivi le parti bolchevique, qui avaient soutenu le parti bolchevique, mais qui ne comprennent pas qu'il faille attendre, vont manifester une certaine nervosité, et y compris ne pas comprendre que les bolcheviks appellent à la fois à la mobilisation et en même temps à la prudence. Il ne s'agit pas de se lancer dans une opération
qui isolerait la classe ouvrière. Cette opération-là conduit à ce que, début juillet, certains éléments dans l'armée, certains éléments dans la classe ouvrière appellent à une manifestation sur le thème « Tout le pouvoir aux soviets, abat le gouvernement provisoire ». Et la réponse des bolcheviks, c'est trop tôt. Les masses, dans leur ensemble, font encore confiance au gouvernement provisoire comme étant soutenu par les soviets. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Et donc il faut effectivement se battre pour tout le pouvoir aux soviets, mais il ne faut pas se couper des éléments qui sont encore hésitants. Il faut continuer la bataille politique, etc. Et cette manifestation, les bolcheviks pensent qu'elle conduit à la possibilité d'une provocation de la part des mencheviks et des SR et de la bourgeoisie. Parce qu'on parle d'eux beaucoup, mais il ne faut pas oublier, il y a le parti cadet, qui est le parti de la grande bourgeoisie. On sait d'ailleurs que dans les réunions du parti cadet ou dans les réunions de l'ancienne Douma, parce que tout ça, ça continue de grenouiller un peu partout, il y en a qui disent il faudrait trouver une solution pour qu'on puisse massacrer les bolcheviks, pour qu'on puisse mettre Lénine en prison, etc. Et donc, le parti bolchevique commence par dire voilà, il ne faut pas faire de manifestation. Alors, c'est la grande surprise pour les masses. Les bolcheviks, jusque-là, ils poussaient, et là, ils disent non, attention. Et il y a au même moment, il y a le congrès des organisations bolcheviques de Petrograd. Et Staline, qui joue un rôle extrêmement important dans le mouvement à ce moment-là, dit voilà, il faut refuser tout ce qui peut permettre à la bourgeoisie d'organiser une provocation. Alors, c'est important, parce que on a l'idée que, aussitôt qu'il y a un mouvement, les communistes, ils doivent dire allez-y, en avant, on n'arrête pas, et donc tout affrontement avec l'appareil d'État bourgeois, etc., en soi peut être positif. Ce n'est pas vrai. Il faut, et c'est le rôle du parti, il faut tenir compte du rapport de force. Et les bolcheviks vont donc aller dans les usines, et là, ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Il y a même des témoignages de camarades dans l'armée qui disent quand on a entendu le discours des camarades, si on n'avait pas su qu'ils étaient bolcheviks, on les aurait virés à coups de pied aux fesses. Parce que leur discours... Et les camarades bolcheviks, et là c'est aussi une leçon pour les communistes aujourd'hui, plutôt que de s'entêter dans une position, ils ont discuté, et ils se sont rendus compte que la position pas de manifestation n'était pas tenable. Alors ils ont transformé le mot d'ordre qui a été avancé. Ils ont dit voilà, on fait une manifestation, on accepte la manifestation, on y va, mais on y va sur nos mots d'ordre. On y va sur nos mots d'ordre et on fait en sorte que la manifestation, ça soit nous qui la dirigeons. Et c'est la fameuse manifestation du 7 juillet. À cette manifestation, les bolcheviks montrent leur capacité à maîtriser les masses. Le seul problème, c'est que la bourgeoisie utilise cette manifestation pour tenter un coup contre-révolutionnaire. Il y a des bagarres avec la police, alors que la manifestation est terminée. Ça se passe sur 2 jours. Il y a la Pravda est saccagée, des communistes sont assassinés dans la rue, la contre-révolution a repris l'initiative. L'émission se poursuit dans un 3e épisode. D'ici là, pensez à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à consulter notre site internet situé dans la description sous la vidéo.